Et voilà, c'est parti, nous sommes en direct. Super. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci d'être présent à ce deuxième webinaire de DigiOps. Très heureux. Sur le thème de l'externalisation de la prospection commerciale. Vaste sujet, sujet que effectivement j'apprécie fortement, étant avant tout commercial, presque avant d'être consultant en marketing digital. Donc c'est un vrai sujet. Donc, on va essayer de vous expliquer pourquoi et comment externaliser cette prospection commerciale. Voilà, donc moi, je me présente, je suis Charles, associé de Benoît, qui est aussi mon frère. Nous sommes tous les deux fondateurs de DigiOps, qui est une agence de marketing digital. Moi sur Bordeaux, Benoît sur Paris. Bien sûr, ce marketing digital est lié à la performance commerciale, hein, bien entendu. Et nous avons la chance de compter parmi nous Jean-Charles, le C'est fondateur gentil, Charles. Merci. de Finalis, qui est un réel partenaire de DigiOps. En gros, on boucle la boucle entre l'humain et le digital, qui est donc le fondateur de Finalis, société d'externalisation, d'outsourcing de la stratégie commerciale. Et donc, il y a de réelles synergies, effectivement, qui s'adressent entre, je dirais, nous, plus sur la partie digitale et Finalis sur la partie commercial et humain, bien entendu, parce que l'humain avant tout, le digital, oui, mais l'humain avant tout. Exactement. Donc, merci Jean-Charles d'être là ce matin. Merci Charles, merci Benoît pour l'invitation. Que je trouve intéressante, puisqu'en effet, je pense qu'en 2022 et dans les prochaines années, ça va être de plus en plus difficile. Et je pense que ce type d'alliance sera également stratégique à un moment donné. Oui, clairement. Du coup, avant de démarrer le webinaire, est-ce que tout le monde nous entend bien? Donc, vous pouvez peut-être nous faire un petit coucou dans le chat si ça marche bien. Et puis, évidemment, après, lorsqu'on va avancer, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. C'est aussi pour vous qu'on le fait, du coup, de pouvoir réagir en live. Je me ferai l'intermédiaire sur vos questions. Voilà. Donc, je vois effectivement. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça Un petit fonctionne. yes dans le chat. Bon, je pense qu'a priori, Oui, ça devrait bien se je passer. crois qu'il faut forcément utiliser le chat, a priori, pour les questions, je pense. Oui, c'est ça, ouais. Pas que- Oui. Très Ça bien. Dans ce marche. cas-là, je pense qu'on. Allez. Bon, tout simplement, on va commencer par le sommaire. Donc, on prévoit, on va dire, 30 minutes de présentation qui suivront de questions-réponses, bien entendu. Donc, on va essayer d'être le plus interactif possible et d'essayer de vous montrer les bienfaits et les comment et pourquoi externaliser la prospection commerciale. Ça va être les deux premières approches. Ensuite, oui, comment se déroule une séquence de prospection, tout simplement digital. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier avec DigiOps. Et oui, qu'est-ce qu'est une prospection digitale réussie et comment coupler les deux approches. On parlera bien sûr des fameux KPIs et à la fin, vos questions-réponses lors aussi d'une analyse d'un cas client qu'on vous montrera pour mettre en valeur effectivement cette approche-là. Tout d'abord, je vais laisser effectivement Jean-Charles sur cette partie-là. C'est les objections qu'on rencontre particulièrement. Et Jean-Charles, je sais que tu sais bien les adresser, ces objections. Oui, merci Charles. En effet, donc on a appelé ça le florilège des craintes. Très souvent, en fait, dans l'outsourcing commercial et ensuite marketing, il y a différentes craintes en fait du dirigeant. Donc, comme tu l'as bien dit, aujourd'hui, on va notamment cibler le dirigeant de PME, de TPE, très souvent qui manque de temps lui-même pour former, pour recruter son équipe commerciale et qui a déjà en fait un process ou plusieurs process établis avec une organisation. Et donc, quand on commence à discuter en amont, très souvent, il entend parler de nous, voire de concurrents. Tiens, je dois embaucher des commerciaux. L'année
beaucoup d'objectifs cette année, même d'ici 2 ans. Jean-Charles, merci. Merci, je vois ce que tu fais. Mais par contre, merci, on a nos vendeurs. On a nos vendeurs. Oui. Très souvent, là, déjà, on a nos vendeurs. C'est en plus, merde, je viens de recruter mon directeur commercial là, qui est arrivé il y a 3 mois ou il y a 6 mois. C'est déjà un peu sensible. Voilà. Alors qu'il n'y a pas de sensibilité. Il pourrait très bien dire tiens, regarde, tiens, Gérard, nouveau directeur commercial, tiens, j'ai une société là qui est en externe. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des gaps et trouver des éléments sur lesquels on va accélérer avec eux? Non, en général, on a nos vendeurs, on ne peut pas externaliser, c'est trop sensible. Bon. Là, en général, quand on se met autour de la table, entre guillemets, que ce soit une vraie table ou une table digitale, on se rend compte qu'on n'a pas la même définition de la vente. Que par exemple, la vente, pour le dirigeant, c'était la gestion de compte existant, la gestion de la clientèle existante. Donc, avec très souvent un profil de commercial très technico-commercial avant-vente et pas du tout acquisition en termes de chasse. Et en creusant un petit peu, on se rend compte que parfois, l'organisation même commerciale sur les sujets de chasse, de new business, n'est pas là, en fait, chez le dirigeant. Donc, première crainte, elle est complètement infondée parce qu'au premier exemple, on se rend compte qu'on n'a pas la même définition de la vente. Ensuite, là, j'en ai listé pas mal. De toute façon, je crois qu'on vous les enverra ensuite, suite au séminaire. Mais pour en prendre un autre exemple, vous avez besoin de beaucoup de connaissances pour vendre nos produits. Alors, celle-ci, je l'ai entendue vraiment beaucoup. Enfin, et je l'ai entendue aussi beaucoup dans ma vie d'avant, avant Finelis, c'est-à-dire quand j'étais moi-même sur des fonctions commerciales en fait pour des sociétés où on se fait embaucher et le vrai challenge de la période d'essai, là, des 3 ou 6 mois, c'est de très bien connaître le produit. Et je pense qu'avec du recul, je pense que le produit est important, mais le marché aussi est très important. Et en effet, durant ces périodes d'essai, on nous le dit assez peu en fait. Donc, la connaissance du produit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est bien entendu extrêmement importante, mais le marché aussi, on a tendance à l'oublier. Donc déjà, ça, on pose un peu le produit, le marché. Si vous outsourcez, c'est également parce que vous avez des forces en interne qui connaissent très bien votre produit déjà. Donc en général, vous allez plutôt avoir besoin d'avoir des personnes qui ont un réseau, qui ont un marché, surtout avant d'avoir des personnes qui connaissent très bien votre produit. Mais évidemment, avec de la formation, formée. Donc c'est pas pareil, c'est une crainte qui n'est pas fondée, puisque même quand vous embauchez des commerciaux, vous n'avez pas besoin d'avoir des commerciaux qui connaissent déjà votre produit. Très souvent, ce que vous allez faire, vous allez vous intéresser à des commerciaux même qui ont travaillé chez des concurrents pour pouvoir aussi avoir déjà des commerciaux qui ont un marché, qui ont une base de prospection qui est déjà existante. Donc ça, c'est également importante. Et je pense que c'est là qu'on va commencer à réfléchir avec le dirigeant à cette logique. Où est-ce qu'on met le curseur entre le produit et le marché? Les deux étant nécessaires. Est-ce qu'on veut vraiment avoir une logique très produit? Mais moi, ce que j'ai vu en fait depuis quelques années, c'est que les offres B2B dans le logiciel notamment, B2B SaaS, on se focalise souvent un peu trop sur le produit, même nous-mêmes, alors qu'on devrait toujours être beaucoup plus proche de nos clients en fait. C'est un biais qui est naturel et qu'il faut justement, c'est aussi à nous en tant qu'experts de la vente qui devons nous dire voilà, là on est trop dans le produit, non, là on est un directeur de l'audit, on parle à un directeur de l'organisation, on parle à un directeur de la compliance. Tiens, le directeur de la compliance à Paris, il n'a pas forcément la même problématique que le directeur de la compliance à Genève, parce que manque de bol, la MiFID c'est européen, mais la Suisse, ils ont propre réglementation. Donc, si on fait ce pitch à un moment donné, peut-être ça n'aura pas la même valeur. Donc, c'est là, en fait, où c'est très important. Et après, il y en a différents. Donc, c'est risqué pour nous. Troisième crainte, c'est risqué pour nous. Vous pourriez travailler pour des concurrents. Alors, celle-ci, je l'ai entendue, mais pas mal de fois. C'est évidemment l'intérêt, la valeur ajoutée. On peut travailler pour des concurrents, justement. Vous avez de la chance. C'est-à-dire que très souvent, le fondateur connaît une partie de ses concurrents, mais il ne connaît pas en général les petits acteurs, les nouveaux entrants qui sont en général assez agiles, assez réactifs pour entrer sur un marché, parce que très souvent, ils sont déjà très, très présents sur les sujets digitaux et sur le marketing. Ça, c'est le cas classique, c'est-à-dire plein de concurrents qu'on ne connaît pas, que le fondateur ne connaît pas, parce que justement, ils ont fait une stratégie inbound de très bonne qualité et ils commencent à générer pas mal de flux et de leads par du contenu. Ça, c'est, je pense, extrêmement important, d'autant plus aujourd'hui. Donc, c'est un avantage, évidemment, de connaître des concurrents, de connaître un marché. Ça revient à la même chose. Niveau légal, on a des contrats comme tout le monde dans le B2B. De toute façon, il y a des clauses de non-concurrence. Ce n'est pas un sujet.
Et quand le fondateur comprend ça, il est même content. Donc, on ait pu travailler pour des concurrents dans le passé. Voilà, c'était une bonne chose. Comment contrôler le travail de votre équipe? Ça a pas mal évolué avec la Covid. Il y a 5 à 10 ans, on entendait beaucoup parce qu'il y avait encore un petit peu l'idée que ces commerciaux sont dans les bureaux. Voilà, ça a évolué beaucoup dans le bon sens. Donc là, depuis 2 ans, avec Covid-19, c'est vrai que tout le monde sait qu'on peut travailler à distance. Il n'y a plus vraiment ce type de crainte. Donc, moi, je la vois de moins en moins. Pourquoi devrais-je, le coût, ça reste un sujet. Pourquoi devrais-je payer des coûts fixes si vous n'avez pas de résultat? Bon, j'ai expliqué un peu, vous verrez dans le slide, la partie économique, évidemment, sur le ROI. Mais au-delà de ça, voilà, si vous embauchez un commercial, un directeur marketing, est-ce que vous allez leur proposer zéro de fixe et 100% à la commission? J'en suis pas sûr. Donc, posez-vous la même question si vous outsourcez, et même pas sur le sujet interne-externe. Le débat est sur la qualité de la prestation, sur la qualité de la compétence et du service que vous allez avoir. Quelles sont les garanties de revenus futurs? Mes garanties, alors ça, non, malheureusement, je ne fais pas de miracle. J'aimerais bien moi-même avoir cette réponse. Si quelqu'un là, voilà, moi, je signe tout de suite. Hein. Si j'ai une 100% de garantie sur mes ventes, j'y vais à fond. Ouais, moi, j'aime bien effectivement aussi ta définition. Là, je ne sais pas si c'est toi qui es l'inventeur du Sales as a Service, donc, qui est repris. A priori, ouais, j'en suis très fier en plus. Donc, ouais, c'est vraiment moi. Écoute, faut le protéger. Effectivement, ça, ce qui est plutôt à l'origine pour le software as a service, mais c'est vraiment ça, hein, cette idée du couplage aussi avec le digital et toi, c'est-à-dire qu'on débranche, on rebranche quand on veut. Donc, c'est aussi une garantie, tout simplement. Donc, c'est cette souplesse et cette flexibilité qu'apporte l'externalisation de la stratégie commerciale ou l'externalisation tout simplement commerciale. Voilà. Non, mais très bien. Donc, effectivement, ce sont des craintes qui sont bien naturelles et c'est évident. C'est sûr que la vente, le commerce est souvent un peu chasse gardée. Ça fait partie de l'action de l'entreprise, un peu le core business, hein, évidemment. Il y a les fonctions financières, ressources humaines aussi qui sont parfois difficilement externalisables. Et la vente, souvent, est un peu protégée. C'est le secret de l'entreprise. Mais aujourd'hui, on voit que ça s'ouvre de plus en plus et qui, justement, en donnant un peu les clés, on arrive à développer encore plus le business. Donc, oui, d'ailleurs, si dans Charles, si dans l'auditoire, il y a des personnes qui veulent même partager dans le chat leur expérience par rapport à ces craintes, ceux qui ont essayé ou qui n'ont pas encore essayé, quelles sont leurs craintes, je pense que ce serait très intéressant parce que c'est vrai que très souvent, c'est un mélange. En fait, il peut y en avoir une comme il peut y en avoir 5 ou 10. Et c'est très variable. Et moi, avec du recul, je peux juste constater ce que j'ai vu. Et je pense que ça évolue aussi très, très souvent. C'est compliqué. C'est-à-dire que moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, j'ai l'impression que c'est plus souvent des craintes organisationnelles qu'à le dirigeant. C'est-à-dire que je pense que le dirigeant lui-même est souvent très ouvert à essayer des nouvelles initiatives qui vont lui faire augmenter ses ventes, sa rentabilité. Lui, je pense que paradoxalement, je pense que lui est souvent très ouvert et dans l'initiative. Mais après, il se dit, tiens, j'ai mis en place une orga et est-ce que j'ai envie là de faire peur à mes équipes en interne? Et je pense personnellement qu'il y a aussi beaucoup ce changement d'organisation en interne que le dirigeant n'a pas forcément envie de risquer. Oui, je suis d'accord, effectivement. Donc là, sans plus tarder, on va expliquer un peu pourquoi, hein, tout simplement, l'externalisation de la prospection. Non, mais si on a déjà commencé par le traitement des objections, je pense que vous commencez à le comprendre. Maintenant, voilà, on va vraiment rentrer dans l'essentiel. Et Jean-Charles, toi, hein, qui porte ces sujets-là, tu connais bien hein, ces raisons. Et c'est pour ça que tu as créé Finelis, notamment. Oui, bien sûr. Donc, en effet, on a déjà évoqué quelques-unes des raisons sur le slide d'avant. Donc, le Sales as a Service, en effet, moi, quand j'ai créé ça, je l'ai vraiment fait. Donc, c'est en 2009 pour avoir un service, comme tu l'as dit, qui soit flexible et directement activable pour une société, en fait, de toute taille. Donc, c'est aussi je vais commencer par la fin parce qu'on en a déjà parlé, supprimer le risque légal, avoir de la flexibilité. Donc, en effet, externaliser pour ensuite peut-être mieux internaliser les sujets stratégiques qui sont importants et qui n'ont pas été traités. En début de séminaire, on parlait, je vous donnais l'exemple de la définition entre l'esprit chasse et l'esprit upselling avec la clientèle existante. Rien que ça,
bah voilà, si le dirigeant se rend compte qu'en effet, il passe peut-être un peu trop de temps avec son équipe sur la clientèle existante et peut-être que le temps de la chasse et de la prospection, parce que manque de culture en interne, des profils très, très ingénieurs, très analytiques, n'ont pas forcément appris ni la capacité ni l'envie de faire la prospection. C'est vraiment important de tenter l'externalisation pour justement mieux un jour internaliser. Je trouve ça intéressant. Avoir un œil extérieur, un avis éclairé, je pense que c'est toujours utile en fait pour nous tous. Hein, voilà, on est tous des dirigeants, des entrepreneurs, donc je pense que c'est toujours intéressant de se poser la question en externe. Et sinon, les principales raisons, donc les premières trois raisons, 4, en effet, je dirais que je fais exprès d'aller dans le désordre. En fait, je pense que le coût est important parce que c'est la première question que va se poser le dirigeant. C'est combien ça va me coûter et combien ça va me rapporter. Donc voilà, si on parle d'un commercial chargé classique, voilà, de toute façon, on va être difficilement à moins de 50 000 euros dans l'année. Dans tous les cas, on le sait tous ici. Et ça c'est vrai en Europe, en Asie, aux États-Unis, c'est encore pire, entre guillemets. Voilà, ça coûte cher. Et de toute façon, après, c'est au bout de combien de temps vous analysez la conversion. Est-ce que vous vous donnez 3 mois, 6 mois, 1 an sur des commerciaux, sur des solutions B2B complexes? On se donne 1 an pour évaluer des résultats. C'est bien entendu le coût. Donc, si vous avez un budget de 30 à 50 KE qui reste relativement faible, objectivement, sur 1 an, bah, vous allez voir si en effet, ça vous a rapporté au bout de 12 mois un peu plus d'argent ou beaucoup plus. C'est bien l'idée. Et après, il y a tout le temps gagné, les nouvelles méthodes, etc., qu'il faudra bien sûr analyser parce que vous allez quand même changer de l'orga en interne. Si ça fonctionne rapidement, c'est que c'est plus qu'un gain financier, c'est un vrai succès en interne qui va être collaboratif et vous allez faire en fait gagner de l'argent. Vous allez gagner de l'argent parce que vous avez embauché des équipes que vous allez faire automatiquement grâce à l'outsourcing. Donc, c'est aussi un vrai sujet qui est derrière. Le gain de temps, c'est le deuxième point pour moi. Il y a vraiment le coût, la flexibilité, le gain de temps immédiat pour la direction générale, la direction commerciale. On vient de le dire, là on parlait d'un commercial vraiment lambda, junior, un directeur commercial, on connaît les tarifs, c'est 2 fois plus cher, voire 3 fois plus cher. Enfin voilà, vous faites gagner du temps à votre directeur commercial que vous venez d'embaucher. Je pense que c'est un gain qui est énorme. Et en plus, vous n'avez pas de contraintes parce que, comme on le disait avant, si vous n'êtes pas content, bah, c'est dans le pire scénario, vous n'êtes pas content, vous pouvez arrêter au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, vous n'êtes pas comme ça, pieds et poings liés, avec un risque légal, le point numéro 7. Donc, vous êtes complètement tranquille, flexibilité, vous commencez quand vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez. Nous, on espère que vous allez continuer avec nous le plus longtemps possible. Nous, on vous aime bien, on est des humains, ce que disait Charles, hein, nous, on est quand même dans l'humain avant tout. On est content de continuer avec vous. Après, si vous voulez arrêter parce qu'en effet, on a réussi à avoir, je ne sais pas, 11 rendez-vous qualifiés et qu'il fallait en faire 12, bon, ou 13, bon, vous pouvez arrêter, hein, si en effet, c'est la seule métrique qu'on regarde. Voilà. C'est vrai. Moi, je trouve que ça s'adresse aussi bien, hein, effectivement, là, on le met dans le point 4 sur l'essai d'un nouveau produit, le lancement d'un nouveau marché ou d'un nouveau produit. C'est vrai que c'est effectivement, ça permet ou ça évite de déployer sa force de vente actuelle qui est souvent experte, qui adresse un sujet qu'elle connaît bien et de pouvoir mettre un nouveau ou une nouvelle commerciale sur justement un nouveau marché, de s'essayer et de voir si effectivement il y a un bon product market fit et si ça colle, quoi, tout simplement. Et exactement, c'est en effet, c'est un point très important, Charles. Et d'ailleurs, enfin, moi, ça fait longtemps, enfin, au tout début, il y a très très longtemps, ça me fait penser que ma dernière société dans laquelle j'étais salarié, donc ça remonte à pas mal de temps, c'était une société à Zurich. Et en effet, j'avais déjà eu un peu l'idée qui venait, mais eux vraiment avaient embauché, donc c'était une société zurichoise, donc, et elle voulait vraiment embaucher un commercial, entre guillemets, français pour vendre en France. Et en France, qui est très centralisée, la France, c'était pour vendre à Paris. Et en fait, voilà, ils voulaient un commercial basé à Zurich, mais voilà, et quand il y avait des meetings, ils voulaient que le commercial se déplace en fait à Paris. Donc à la base, c'est vraiment ça. C'est on veut tester un marché comme la France, comme l'Allemagne, des gros marchés où il y a beaucoup de sociétés, de banques, etc., d'industrie. Et en effet, la première raison, c'est qu'on n'a pas envie de payer une étude de marché à 10 ou 15 000 euros minimum sur une vingtaine de slides
Et on veut tout de suite voir si un commercial avec de l'expérience sur un produit et un marché va pouvoir nous dire, tiens, est-ce que ça vaut le coup qu'on investisse plus ou pas? Je pense que c'est en effet, c'est le vrai sujet. Ouais, non, c'est vraiment, Même vraiment essentiel. si cette raison est plus, pardon, je pense que même cette raison est pas est plus unique avec la Covid, parce que à l'époque, c'est vrai que c'était quasiment le seul moyen entre guillemets Ouais. d'aller discuter avec ses clients finaux. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens, donc cette raison est peut-être un peu moins importante qu'avant, mais elle reste, je pense, existante. Très clair. Donc évidemment, alors là, après le pourquoi, c'est le comment on externalise cette prospection. Et effectivement, ça part, après je vous ai mis sur la slide suivante un peu le récapitulatif, mais toujours de la définition des objectifs et de la mise en place de la stratégie, hein, encore une fois de plus, hein, l'humain, et ça fait partie, oui, des bonnes pratiques, de toute façon. Sans objectif ou sans stratégie, bon, pas d'action ou pas de possibilité derrière d'externaliser, ça ne sert à rien, effectivement. Exactement, Charles. Je pense que tu as déjà presque tout dit de ce slide, en fait. Donc, moi, tu as très bien synthétisé. En fait, quand on démarre le projet, en fait, on travaille avec des gens qui savent travailler, qui ont une méthodologie, et c'est des bonnes pratiques, en fait. C'est-à-dire que, voilà, si on nous envoie un mail, qu'on organise un conf call, on va arriver à l'heure, on va respecter la planification de travail. Je dirais que on n'a pas inventé la roue là-dessus. Donc, on va définir des objectifs, en effet, qualitatifs, quantitatifs. On va avoir une personne, un chargé de compte, peu importe comment on l'appelle, chargé de compte, Customer Success, il y a toutes les nouvelles terminologies à la mode, enfin, peu importe le nom qu'on lui donne, c'est une personne qui va être responsable des sujets vente, marketing, CRM, qui sont les 3 principaux sujets, qui peuvent être complexes, en fait, l'un comme l'autre. Et cette personne-là va être là pour un petit peu enlever cette complexité pour le dirigeant et va synthétiser aussi comment se passe la relation avec des calls réguliers avec le client. Ça, c'est très important parce que c'est vrai que, comme vous le savez bien, Charles et Benoît, voilà, sur le marketing aujourd'hui, c'est rien que le marketing, ça devient trop complexe, y compris pour nous qui sommes sur la vente. Enfin, moi, je fais partie des vendeurs qui aimons le marketing à la base parce que je me suis toujours intéressé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je suis déjà un cas rare. C'est-à-dire que en général, un vendeur, c'est un vendeur, un médecin, c'est un médecin. Donc, on ne peut pas tout faire. Et ce qui fait que c'est des sujets qui deviennent extrêmement complexes. Et on a besoin d'avoir quelqu'un qui a une capacité quand même assez 360, ouverte, curieuse, pour pouvoir donner le bon langage aussi aux dirigeants. Et lui dire aux dirigeants, voilà, tu sais, on a commencé ce contrat il y a 9 mois avec cette société. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. Cette société, elle est en train de me dire qu'ils investissent là pour 2023 sur un nouveau canal marketing, sur un nouveau canal commercial. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, et c'est ça aussi, on commence sur un contrat et ça évolue. Cette personne-là va être aussi là pour informer des nouvelles pratiques, de nouvelles bonnes pratiques, tout ce qui n'est pas dans le contrat actuel et qui bouge beaucoup. Voilà, c'est important. Bien sûr, donc il y a des calls, j'en ai parlé. On définit les actions correctives si besoin et on fait les points. Voilà, c'est très important. Mais c'est des choses qui peuvent paraître bateaux. Mais moi, je dirais qu'en résumé, bah voilà, c'est ce que disait Charles au début, c'est respecter les bonnes pratiques, travailler voilà, aussi dans la bonne humeur. Si on est en retard, informer la personne qu'on va être en retard. Au final, on est tous pareils. Hein, donc ça n'a pas évolué, je pense. Oui, c'est ni plus ni moins, effectivement, qui est un commercial externalisé, tout simplement, qui a les mêmes relations avec son responsable, qui est là le client finalement final, enfin l'intermédiaire, et voilà, garder les mêmes relations que si c'était un salarié de l'entreprise, en fait. Hein, donc informer tout simplement des succès, des difficultés qu'il rencontre, des points d'amélioration à avoir, et garder cette relation par des calls, par des meets, voilà, tout simplement. C'est vraiment ça. Hein. Et pour une petite anecdote, enfin, un petit clin d'œil, peut-être si on a le temps, je ne sais pas, je trouve qu'en plus, c'est intéressant aussi pour le fondateur de tenter l'expérience avec des personnes qui font de l'outsourcing commercial et marketing depuis quelques années, parce qu'en fait, on est tellement habitué à travailler avec des cultures différentes, des francophones, des hispaniques, des anglais. Enfin, voilà, je vous donne l'exemple de Zurich. Bah, je vous assure que, enfin, voilà, il y a quand même des vraies différences culturelles, même entre Zurich et Paris, si on prend cet exemple-là. Et voilà, et c'est des bonnes pratiques. C'est-à-dire que, ouais, quand ça commence à 8 heures, bah, c'est vraiment 8h00. Et quand vous avez un call avec 8 ou 10 personnes et que tout le monde est déjà présent à 7h55
et que vous avez, et c'est pas contre les Français, hein, je suis français moi-même, hein, que vous avez 2 Français sur 8 qui se connectent à 8h05, ben, ça fait mauvais effet. Et voilà, et c'est aussi le rôle de l'account manager, du gestionnaire de compte, de dire voilà, là on va cibler ce marché-là, culturellement c'est un peu différent. Non, on prépare mieux les agendas, on prépare mieux les meetings. Je pense que c'est extrêmement important. Exactement. Donc, pour pas, comme nous, essayer de tenir le délai, on va avancer. Effectivement, bah oui, voilà. Là, c'est un peu le récapitulatif de ce qu'on s'est dit. Hein. C'est sur les étapes, notamment de l'externalisation de la prospection commerciale, avec cette baseline, là, sans stratégie, point de performance. Donc, la stratégie, comme vous voyez sur ce schéma, elle est fil conducteur hein, de l'ensemble après des actions qui sont menées. Donc, cette stratégie, tout simplement, mais ça, vous le savez tous, hein, déjà, définition des objectifs, définition des personas, des vos cibles, de leurs points de douleur. Bien sûr, on va faire un tour d'horizon sur la concurrence. On va après créer le pitch, hein, le pitch soit téléphonique, soit digital, en effet. Et bien entendu aussi se mettre d'accord sur les indicateurs clés, les KPIs, sur lesquels on ira. Ça, c'est essentiel, hein, cette constitution de la stratégie commerciale. Ensuite, effectivement, on va aller constituer une base, ce qui est cœur. Hein, derrière, on vous montrera un peu sur comment faire pour constituer une base de données. Donc, on va aller scraper ce qu'on appelle, donc on va aller récupérer la data en fait de ces bases. Je vous montrerai la source. Ensuite, on va les enrichir et après, on va donc activer en fait, enfin créer des séquences qu'on activera derrière, soit par tout simplement ce mix humain et digital. Donc l'humain, bah, forcément, c'est plus le téléphone, hein, c'est sûr. Et le digital va être là en renfort avec ces séquences de cold emailing et de réseaux sociaux, donc LinkedIn, parce qu'on est quand même très B2B. Et c'est le réseau social de prédilection de notre univers B2B. Donc, on l'a mis sur ces 3 premières actions, c'est le digital et l'humain. Et la dernière étape, qui est quand même essentielle, c'est le rendez-vous. Hein, en B2B, rendez-vous. On est loin du e-commerce. On ne met pas sa carte bleue pour acheter notre service ou notre produit. Donc, l'humain. Et là, le digital ne peut pas remplacer cette phase-là. La démo, la négo, le closing, cette relation humaine est primordiale pour effectivement aller jusqu'à la vente. Hein. C'est vraiment ça. Hein, voilà, ce qu'on voulait vous montrer sur cette slide-là, qui, je pense, recense, récapitule un peu tout ce qu'on s'est dit, et ça fait toujours du bien de remettre les choses en visu. Oui, d'ailleurs, Charles, je trouve que c'est un. Excuse-moi, ce slide moi, personnellement, je le trouve très intéressant parce qu'il y a beaucoup de concepts en fait dans ce slide, je pense, que tu as évoqué. Déjà, la stratégie commerciale, elle est la flèche, elle est globale en fait, du début jusqu'à la fin. Et on a tendance très souvent, je pense, alors je dis à l'oublier, nous tous, les fondateurs qui bossent avec nous. C'est-à-dire que elle est constamment là. C'est pas juste très souvent au niveau du closing ou des rendez-vous commerciaux. Elle est constamment là. Et quand tu parles en effet du scrapping, de l'enrichissement, tu fais en effet appel à des vrais concepts de qualification, de stratégie commerciale. Et c'est extrêmement important, c'est-à-dire ce qui se fait en amont sur les listings que vous établissez, je pense, est le fruit d'une stratégie commerciale. Et on a tendance à l'oublier. Très souvent, les sociétés se disent, voilà, tiens, j'ai confié ça à cette personne-là. Voici notre type de client idéal. Voici le listing. Voilà, mes commerciaux, ça y est, c'est bon, ils ont à manger. Ils sont sur des choses chaudes. Là, il y a des rendez-vous qui leur prennent du temps, etc. Et très souvent, dans l'organisation, on a décorrélé. Mais non, il faut que ça communique. Parce que la qualification qui est faite sur un rendez-vous clé, parce que justement, on va avoir un POC, etc., avec un client potentiel qui nous prend beaucoup de temps, tout ce qu'on va voir à ce moment-là sur le terrain, c'est des choses qui vont être très intéressantes justement en amont, dans la qualification et dans le scrapping que vous faites vous. Et c'est pour ça aussi que Tops et Finilis, on travaille sur des projets communs. On a beau être sympathique et bien s'aimer humainement, si on le fait nous-mêmes, c'est pas pour rien. C'est bien parce que moi, je sais très bien que si demain, j'avais même et je me le souhaite, une dizaine de commerciaux sur le terrain en train d'essayer de signer une trentaine de proof of concept avec les équipes technico-commerciales, je serais juste incapable d'avoir la bande passante pour mettre du volume en amont sur chaque mois, générer des nouvelles listings, des nouvelles listes de prospection, etc. Pour les clients. C'est juste impossible. Le succès,
En fait, le succès, de toute façon, au niveau du closing, amène naturellement un manque de temps en amont du cycle de vente. C'est juste mathématique. Clairement. Et si quelqu'un me prouve le contraire durant ce webinaire, mais alors, pareil, je signe tout de suite. Ouais, je suis preneur aussi. C'est si on n'a pas de succès, qu'on a le temps de faire des listings et de la prospection en amont. Complètement. On est en phase. Alors là, oui, alors quelques bonnes pratiques de la prospection commerciale, c'est pareil, comme tu dis, c'est un peu bateau, mais on le remet parce que c'est toujours des bonnes pratiques. Après, on parlera de la prospection digitale, on est plutôt sur la prospection humaine d'abord, mais ça reste tout ce que vous voyez là, des objectifs. Je ne sais pas si là-dessus j'enchaîne, Jean-Charles, mais effectivement, c'est toujours important de partir. Vas-y. En effet, juste, on en a parlé, mais juste un point là-dessus, c'est vraiment donner de la visibilité, pour moi, écrite et orale, tout au long du projet. Voilà, c'est juste ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas juste donner de la visibilité au début ou une fois par mois ou une fois par semaine. C'est le donner régulièrement et s'assurer qu'on n'a pas de malentendu avec le client. Le client, il peut aussi, quand on a démarré le projet, avoir une organisation à l'instant, au premier jour, à la première journée. Au bout de 3 mois, il a un nouveau directeur marketing. Il a une nouvelle personne qui fait du community management. Il y a un nouveau commercial qui arrive sur un marché, mais pas sur l'autre. Donc, c'est vraiment s'assurer que les bonnes personnes aussi sont là durant les calls, qu'on a invité les nouvelles personnes présentes dans son organisation. Et voilà, et qu'il n'y ait pas de malentendu, en fait. C'est ça. Et quand tout va bien, et qu'on se comprend, on n'est pas obligé de faire des calls toutes les semaines non plus. C'est-à-dire que c'est flexible. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire aux clients, voilà, on a dit qu'on allait faire un call d'une demi-heure toutes les semaines. Ça, c'est au début du projet. Après, on a les mêmes codes. C'est comme si on travaillait chez vous. Donc, voilà. Mais je pense que cette visibilité, elle doit être vraiment dynamique et elle doit être orale et écrite parce que sinon, elle est l'objet de plein de malentendus. On l'a dit au début du séminaire, même la vente, vous avez différentes définitions de la vente en fonction de la personne à qui on parle. Donc, c'est vraiment hyper important, cette visibilité. Exactement. Et là, sur la partie effectivement digitale, si vous voyez bien l'écran, j'espère, en gros, c'est les différentes étapes de la prospection. Donc d'abord, on l'a dit, c'est la source. On va parler ensuite avec la slide suivante sur le persona. Donc, on définit cette cible privilégiée, effectivement, qu'on va aller récupérer donc, sur un outil qui s'appelle LinkedIn. C'est la méthode, en tout cas, que DigiOps emploie, qui s'appelle LinkedIn Sales Navigator, qui est donc le add-on de LinkedIn, tout simplement, qui permet de découvrir les prospects. Ensuite, là, on est vraiment sur la partie outillage. On va aller récupérer la data, ce qu'on appelle le scrapping. Donc, on fait appel à des notions de growth hacking, growth marketing, qu'on va enrichir. Ensuite, on va les activer dans des outils, encore une fois de plus, effectivement, d'emailing, de réseaux sociaux, et on va aller faire plusieurs séquences. On vous montrera après un exemple sur un cas client. Donc là, on est vraiment en orientation growth hacking pour ensuite aller sur le rendez-vous et le closing. Voilà. Tout ça est bien sûr sur une base d'un CRM. La donnée, la data est centrale dans toute cette démarche-là. Voilà, donc là, comme je disais, on parle toujours, donc si on se souvient, la stratégie, étude du benchmark, les objectifs et les personas. Bon, là, j'en ai pris un. Effectivement, on va se donner ces quelques points. Surtout, on va aller chercher ces problématiques et ces besoins pour répondre à ça. On parle vraiment de vous, et on sort du je, quoi. C'est vraiment je réponds à un problème, je résous un problème. Voilà. Et pour ça, il faut à un moment donné se le dire, l'écrire. Et ça passe par une matrice, tout simplement, très, très, très simple. Mais c'est important. Ensuite, une fois qu'on a déterminé ce persona, cet acheteur cible, on va aller le récupérer. Donc là, encore une fois plus, on parle de LinkedIn Sales Navigator. Moi, je parle toujours d'une liste de comptes, en fait, cibles, c'est-à-dire mon secteur. Est-ce que c'est des entreprises industrielles de temps d'effectifs? Est-ce qu'on est sur des entreprises de services, sur du secteur public? Donc, on va aller d'abord chercher effectivement une liste de comptes dans lequel on va aller récupérer effectivement les contacts. Donc là, est-ce qu'on va aller sur le dirigeant commercial, sur le dirigeant tout simplement de l'entreprise, direction marketing? Et là, on va récupérer des données. Donc là j'ai un exemple, je crois, d'à peu près 3000 résultats, effectivement, de cette base-là. LinkedIn, l'avantage, c'est qu'on est sur
quand même particulièrement sur une source qui est à jour. Les personnes qui sont inscrites dessus, souvent, je ne dis pas à 100%, attention, mais se mettent leur profil quand même régulièrement à jour. Donc, on a des taux qui sont bons dans nos recherches. Bien sûr, ces 3000-là, je n'ai pas 3000 adresses mail et URL. Enfin, URL LinkedIn, oui, mais je ne les ai pas parce qu'après, on va passer par une base d'enrichissement, de segmentation encore plus poussée, ce qui va avoir quand même une déperdition sur les fichiers qu'on adressera. Et une fois qu'on a ces fichiers-là, effectivement, on le dispatche sur l'humain et le digital, tout simplement, et on active. Et on envoie des séquences email, et pour nous, email et LinkedIn. Là, je vous ai donc montré un cas client. J'espère qu'on voit bien les datas au-dessus. C'est un cas client, vous voyez, sur 542 contacts. Donc, encore une fois de plus, j'ai récupéré mon personnage, j'ai été récupérer les datas dans LinkedIn que j'ai enrichi. Aussi, il y a la RGPD qui rentre en jeu. Donc, on ne travaille pas du tout sur du mail perso. On s'inquiète bien sûr des abonnés avec un lien de désabonnement. On est toujours sur cette ligne quand même importante. Donc, sur ces 542 contacts, on a réussi à générer 9 rendez-vous téléphoniques ici. Donc, on appelle ça vraiment du leads, effectivement. Sur ces 9, effectivement, il y en avait 4 qui étaient un peu d'échecs, qui n'avaient pas forcément compris ou voulaient tourner à leur avantage, en fait, cette demande de rendez-vous. Ça arrive aussi. Il y en a qui se posent en tant que fournisseur de nous. Et bon, donc du coup, ça ne devient pas qualifié. Par contre, 5 étaient vraiment des contacts qualifiés et un closing, un rendez-vous. Donc, quand on est sur des paniers moyens importants, surtout en milieu IT ou industriel, ce rendez-vous-là, sur une séquence de prospection, quand on met ça, on parle de ROI, là, forcément, c'est banco, effectivement. D'ailleurs, Charles, sur le slide d'avant, on est sur des volumes que je trouve pertinents, en fait, intéressants, puisque nous, de toute façon, même avant qu'on vous connaisse, quand on parle de 500 contacts, si on considère une centaine de sociétés à prospecter par mois, c'est déjà énorme. Dans les grandes sociétés, vous avez évidemment plus que 4 ou 5 contacts clés entre les sponsors économiques, les users finaux fonctionnels, les technicaux, bref, vous en avez plus que 5. Donc, on est vraiment complètement cohérent puisque nous, de toute façon, quand on part sur 100 sociétés, c'est déjà beaucoup. Il y a beaucoup de travail manuel, tout le scrapping que vous faites, etc., toute la recherche, c'est extrêmement chronophage. Et nous, franchement, quand on commence un projet, faut être honnête, à 5% déjà sur 100, si on a 5 sociétés qui veulent nous rencontrer dès le premier, et c'est des grands groupes, ça reste complexe, 5%. Donc, on est bien là. Nombre de rendez-vous de prospects qualifiés, 5. Nombre de clients, 1. Voilà, sur des volumes cohérents. Tout à fait. Sans compter, après, tous les retours aussi, on ne le voit peut-être pas très bien affiché, mais genre, il y a eu 50 messages, pas forcément. Il y a des noms, ça ne m'intéresse pas. Évidemment, ça peut arriver, et même là, plus souvent, effectivement. Mais ça permet aussi d'avoir cette connaissance aussi du marché, encore une fois plus, dans cette notion de j'ouvre un nouveau sujet, un nouveau service ou un nouveau marché, je teste, clairement, et on voit un peu les réponses. Voilà, ça, Charles, c'est bien par mois. Pour pas qu'il y ait de malentendu, c'est par mois, ça. Oui, à peu près. Sur un volume de 500, entre 500 et 700, on va être sur une campagne mensuelle. Ouais, donc plus le test, je vais dire un truc qui est peut-être un peu bête, mais plus le test est long, un client qui teste sur 12 mois, parce que très souvent, le test, c'est un sujet, on veut tester sur 3 mois, 6 mois, c'est trop long sinon. En fait, avec des volumes comme ça, tester sur 12 mois a une vraie valeur, puisque si vous testez sur 12 mois, vous aurez bien entendu beaucoup plus de succès entre le mois 7 et le mois 12 qu'entre le mois 1 et le mois 6, puisque tous les contacts générés initialement, vous allez les nurturer, comme on dit. Exactement. Je pense que c'est vraiment, ça a du sens. Exactement, oui. Et puis on apprend, encore une fois de plus, le marketing digital, on essaye de mettre les curseurs au plus haut niveau. Donc on apprend un peu ce qu'on appelle le A/B testing. On apprend des erreurs et on en améliore. Et au fur et à mesure des séquences, forcément, on est de plus en plus précis, plus pertinent. Et du coup, derrière, ça match de plus en plus. Voilà, ce qu'on voulait montrer là, effectivement, il y a plein de chiffres, et c'est pareil, je ne sais pas si c'est extrêmement lisible, mais c'est surtout
qu'on n'est pas sur un envoi d'un mail. Ça ne marche pas, ou très rarement. Il faut vraiment arriver dans la phase d'achat, tomber en gros sur la bonne personne au bon moment. Ça peut arriver, mais c'est un peu comme au casino, mettre tout sur le rouge. Bon, c'est une stratégie, il y en a qui fonctionnent comme ça. Nous, on va avoir tendance à miser sur plusieurs chevaux en même temps. Et c'est pareil sur cette notion d'activation. On va être sur du multiséquence, donc comme on le disait, sur du mail et du LinkedIn. C'est quand même le mail qui est le canal aujourd'hui le plus pourvoyeur en termes de business. Donc, il faut vraiment accroître plus dessus. Mais LinkedIn aussi est une autre touche qui permet de faire passer son message et d'arriver sur cette fameuse étape 6 qui est le dernier mail, un peu le dernier mail de la dernière chance, qui est souvent le mauvais destinataire. Alors, je sais qu'il y en a qui vont peut-être sauter sur leur banc en disant « je n'aime pas ce mail », mais ce qu'il faut, c'est de voir la statistique. Et la statistique, c'est la plus parlante. Aujourd'hui, sur les 50 retours, plus de la moitié, 30 ont répondu sur cette dernière étape. Et sur les 9 rendez-vous, 6 viennent de cette dernière étape. Donc, il ne faut pas la négliger. Et au contraire, et là, c'est là où on s'aperçoit, et c'est génial, et je crois que d'ailleurs derrière, voilà, on a mis des exemples de retour, c'est excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de vous répondre. En effet, vous avez bien fait de me relancer. Oui, c'est un sujet. Prenons rendez-vous à tel moment. Ou alors, je ne suis pas la bonne personne, en effet, mais prenez contact avec mon responsable ou la personne en charge de ces sujets-là. Et c'est vrai que tout de suite, on a beaucoup plus de contacts. Et c'est assez étonnant. Donc, on est sur une démarche digitale, automatique, entre guillemets, mais qui est extrêmement personnalisée, personnifiée. Et voilà, et c'est dans la personnalisation qu'on a ces retours-là. Effectivement, on écrit d'ailleurs avec l'adresse mail de l'account manager de Jean-Charles, donc vraiment une adresse mail personnelle et pas un contact ou un nom d'entreprise nom d'entreprise. On est vraiment sur, on s'adresse à un humain, on est un humain et on s'adresse à un humain. Il n'y a que comme ça que ça marche, de toute façon. Voilà. C'est intéressant, en effet, Charles, ce que tu dis là-dessus, parce que très souvent, cette partie-là n'est pas bien vue ou pas bien visible, en fait, dans le cadre d'une prestation. Parce que quand on a défini en effet une métrique de type nombre de rendez-vous téléphoniques, par exemple, en fait, on va se focaliser très souvent là-dessus. Combien est de rendez-vous, alors que tous ces retours en fait de messages ont beaucoup de valeur en fait. Un message qui va dire merci, mais en effet, le sujet peut m'intéresser dans les 6 prochains mois ou dans les 9 prochains mois. Parce que pour l'instant, on vient de souscrire un service qui est celui-ci. Ça a vraiment beaucoup de valeur. Et c'est là où il y a tout le sujet du CRM. Est-ce que le fondateur a eu déjà une équipe en interne de commerciaux qui alimente bien son CRM avec ces informations qui sont clés? Est-ce que c'est collaboratif? Là, ce slide appelle beaucoup d'autres sujets organisationnels. Mais c'est clé, c'est clé. C'est qu'est-ce que je traite? Et je sais que Jean-Charles, toi, tu es bon là-dessus. C'est comment je traite cette objection en disant non, ça ne m'intéresse pas, ou contactez-moi plus tard, ou voilà. Et il y a tout ça, ça se renseigne après dans un CRM qui permet justement d'aller sur la relance. Et c'est souvent, surtout en B2B, dans cette notion de relance, en disant voilà, on s'est eu il y a quelques mois, vous m'aviez dit que, et on construit cette relation au long cours. Et c'est primordial. C'est primordial. Voilà, parce qu'on est bientôt sur la fin. On voulait faire une synthèse. En effet, on est particulièrement mieux B2B sur des niveaux de vente complexes avec plusieurs niveaux d'interlocuteurs, effectivement, pour un seul et même client. Et donc, le digital, lui, permet un rendement beaucoup plus accru par rapport à la prospection 100% humaine. Là, on parle notamment de gain de temps, c'est sûr, et permet justement, par rapport à cette première étape là, de niveau de plusieurs interlocuteurs, de pouvoir toucher dans une et même entreprise plusieurs contacts sur du digital, sur du call calling, et effectivement d'avoir cette notion, ce qu'on appelle un peu d'ABM, d'account-based marketing, d'aller sur effectivement du multitouche dans l'entreprise pour générer effectivement le rendez-vous et de trouver le bon sponsor dans l'entreprise. Toi, je crois que tu l'appelles le coach dans l'entreprise, Jean-Charles, mais c'est ça, celui qui va être vecteur de la bonne parole et qui va savoir porter le sujet en interne. Comme on le disait juste avant, voilà, toute objection, toute réponse digitale, même négative, est une opportunité et permet de rebondir à ces objections. Et puis, on l'a vu aussi en intro, l'externalisation, ça permet une grande souplesse au niveau de l'organisation, des gains financiers en termes RH, de légal, et une vision extérieure souvent juste et objective.
Voilà, ça on l'a dit, mais ça peut être commenté pendant des heures et des heures, mais ce n'est pas effectivement le sujet. Voilà, je crois qu'on arrive au terme de cette présentation. Il est 12h15, on est plutôt pas mal. Bon, une dernière slide, c'est sur notre offre, hein, le combo Digiops et Finelis, où si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez sur mon mail, où maintenant vous avez tous les moyens pour nous trouver, du LinkedIn, du site web, vous savez où nous trouver, pourquoi pas commencer sur une période de 6 mois, hein, là on le dit comme ça peut être moins. Moins, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on met en place toute la stratégie, encore une fois de plus, mais ça se fait bien. Et l'idée, c'est effectivement, on le disait, hein, externaliser pour mieux internaliser, c'est aussi vous rendre autonome à la fin. Hein. On vous donnera, vous, tous les trucs et astuces aussi de la prospection digitale. Et puis, Jean-Charles, tous les trucs et astuces de la prospection et de la stratégie commerciale. Voilà, c'est l'idée de cette présentation. Donc, je vous laisse, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Hein, on a mis quelques références. Vous retrouverez de toute façon cette présentation. On la renverra et le replay du webinaire en suivant. On vous a mis quelques belles références sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui, hein, effectivement. Mais n'hésitez pas, dans le chat, si vous avez quelques questions, c'est tout à fait jouable. Voilà. Je vais en profiter. Moi, j'ai une question. Je vais profiter que je n'ai pas le chat. J'ai une question, Charles, sur le… récemment, j'ai eu une demande sur dans un secteur, enfin justement de personnes en fait dans le secteur de l'assurance, assurance-réassurance, et qui cible en fait une clientèle qui n'est pas sur LinkedIn et qui n'est pas très email classique. Enfin, je vais pas les nommer cette population, mais une population qui n'est pas forcément sur les emails standards et sur LinkedIn. Est-ce que vous avez des recommandations également ou pas? C'est toujours plus compliqué. Hein. C'est sûr que nous, on a cette source-là. Après, on peut toujours aller chercher d'autres bases de données, hein, essayer de trouver des bases de données spécifiques. Mais en effet, nous, notre source aujourd'hui, c'est LinkedIn. Ensuite, si avec ce client-là en particulier, il y a des référentiels, des annuaires particuliers, rien ne nous empêche d'aller scraper ces bases qu'on pourrait essayer de trouver. Voilà, souvent les personnes le sont quand même, hein, présentes sur LinkedIn. Mais oui, c'est sûr que ça complexifie la démarche, mais c'est challenge. C'est challenge. Je veux dire, faut l'essayer, faut s'essayer tout simplement. D'accord, très bien. Voilà, écoutez, je pense qu'on est au terme de notre présentation. On a dépassé 3 minutes, mais on est plutôt pas mal. On vous remercie. Benoît, tu voulais dire un mot pour clôturer ou est-ce que c'est… Non, écoute, très, très intéressant. Voilà, toutes ces infos, je pense qu'on a bien parcouru le sujet avec une complémentarité marketing commercial, digital humain, voilà, qui crée maintenant un continuum pour créer des expériences clients, des parcours clients en fait riches et performants. Donc, à votre disposition. Exactement. Merci à toutes et à tous. Merci Charles, Benoît, pour l'invitation. Oui, merci Jean-Charles, effectivement, et au plaisir d'échanger. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.